juste quelques mots avant de donner la parole à Pascal Watchel. Donc, le Centre d'histoire sociale du XXe siècle est heureux de vous accueillir pour cette nouvelle initiative. Simplement, deux mots, ça, je dirais, ça va de soi. Ça va de soi. Le terme d'âgé est un terme sur lequel, dans nos recherches, nous sommes amenés souvent à travailler. Et donc, les coopérations aussi qui sont développées avec la Cité des mémoires étudiantes ne peuvent que se prolonger, se poursuivre. Mais je cède tout de suite la parole à Pascal Watchel, qui est maître de conférence HDR à Paris. Pas HDR, j'anticipe. Oui, j'anticipe un peu de quelques mois, et qui va, et ça c'est sûr, être la nouvelle directrice du Centre d'histoire sociale et qui donc vous accueillera et aujourd'hui et la prochaine fois. Merci Michel, c'est en tant que directrice élue, et non pas encore en fonction, puisque la fonction commencera en janvier 2014 que je vous accueille et que je fais quasiment mon baptême du feu. Alors le Centre d'histoire sociale du XXe siècle vous accueille évidemment très, très, très chaleureusement. C'est un centre qui se veut un centre d'intervention tout à fait en lien avec les mouvements sociaux, la société, et en ce sens, évidemment, l'accueil de la Cité des mémoires étudiantes se justifie tout à fait, sans entrer dans le détail, mais dans le pôle histoire sociale du politique, évidemment, vous trouvez toute votre place. Je dirais aussi quelques mots sur le fait que de l'intervention, on se retrouvera peut-être un jour aussi du côté d'Aubervilliers. Il me semble que là aussi nous avons des destins communs et je voulais aussi le souligner. Et puis je voulais terminer pour dire en disant que le Centre d'histoire sociale accompagnera les différentes initiatives qui sont prises dans le cadre du PICRI. Je pense que tu en reparleras. On sera présent, et notamment au mois de juillet, où les initiatives continueront. Voilà, je voudrais terminer sur la thématique, parce que cette thématique, elle me paraît d'une grande actualité. En tout cas, elle pose beaucoup de questions aujourd'hui, au moment où les mobilisations sont en même temps appelées, parfois difficiles. Je trouve que la thématique sur laquelle vous voulez travailler résonne très, très fortement aujourd'hui. Je voulais aussi. Bon travail. Merci beaucoup Michel et Pascal pour ces mots d'introduction. Quelques petits mots un petit peu plus longs pour vous en dire un peu plus sur le PICRI et sur le déroulement de la journée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, PICRI, ça veut dire Partenariat Institutions Citoyens pour la Recherche et l'Innovation. Donc c'est un programme de la région Île-de-France qui favorise le travail entre un laboratoire de recherche francilien et un organisme de la société civile. Donc on a fait ce programme entre la Cité des mémoires étudiantes et le CHS du XXe siècle. Évidemment, ce programme-là se fait avec le réseau de recherche du GERM, se fait avec d'autres partenaires et d'autres laboratoires, notamment parisiens. En fait, ce programme... en fait, il faut parler dans le micro, même si vous avez l'impression qu'il ne marche pas, parce que ça enregistre. On m'a dit de le dire. Donc, en tout cas, ce programme PICRI porte donc sur ce qu'on a appelé la démocratie étudiante. Voilà, une appellation qui fera objet de débat aussi, je pense, dans la journée.
on peut parler aussi de citoyenneté étudiante. En gros, la question qu'on se pose dans ce programme de recherche qui dure 3 ans, c'est quelles sont les formes que prend la citoyenneté étudiante, que ce soit dans l'institution universitaire, en dehors de l'institution universitaire, que ce soit aussi, même si ce n'est pas au cœur du programme, mais ça peut être aussi dans les œuvres universitaires, ça peut être aussi dans d'autres secteurs comme la mutualité étudiante. Enfin, voilà. Comment les étudiants arrivent ou n'arrivent pas, ou essayent de s'organiser démocratiquement entre eux. Évidemment, donc c'est une question, comme le programme est sur la région Île-de-France, qui est centré sur certaines universités franciliennes. Mais évidemment, on est obligé d'avoir un point de vue plus général, et donc c'est le rendez-vous d'aujourd'hui par rapport à l'histoire du mouvement étudiant en France. Il y a des formes d'organisation qui évoluent. Donc ça, c'est vraiment le cœur du sujet d'aujourd'hui. On passe de l'Association générale des étudiants qui organise tous les étudiants dans chaque ville universitaire à un éclatement des structures et donc à l'invention de nouvelles formes basées sur des assemblées générales, des coordinations, etc. Mais évidemment, donc là on a parlé de la dimension francilienne, on va parler aujourd'hui de la dimension nationale, et en juillet on parlera de la dimension internationale pour voir aussi comment ça se passe dans d'autres pays où on n'a pas la même organisation du système d'enseignement supérieur, où on n'a pas la même organisation des mouvements sociaux en général, et on n'a pas la même organisation du mouvement étudiant. Et donc ce programme, donc, durant 3 ans, en 2015, on aboutira à un colloque qui essaiera d'apporter une vision cumulative de ces différents échelons territoriaux, de ces différentes temporalités, pour arriver à, petit à petit, permettre une meilleure compréhension et éventuellement, puisque c'est aussi un des objectifs du PICRI, c'est aussi de permettre éventuellement que dans certaines universités ou dans certains mouvements étudiants ou dans certains laboratoires de recherche, on puisse un jour mettre au point des outils pour mieux mesurer cette citoyenneté étudiante au fur et à mesure des années à venir. Voilà, donc quelques mots sur l'organisation. Donc j'ai déjà dit pour le micro, mais je le répète. N'hésitez pas aussi à vous présenter quand vous prenez la parole, puisque il faut qu'on laisse des traces, puisque c'est enregistré. D'autre part, donc on va avoir différentes séances et ce matin et cet après-midi. Pour la pause repas, on aura le plaisir de vous convier sur place. Hein. Pas aller à l'extérieur. Non, pas encore. Enfin, après, je sais pas, sauf s'il faut faire une séance de nuit, mais normalement, c'est pas prévu dans l'ordre du jour. Mais bon, on sait que ça peut évoluer. Et d'autre part, juste un mot pour vous dire qu'hier, c'était la journée aux Archives nationales, puisque il y a aussi un partenariat avec le service interministériel des Archives de France pour la partie archives, vous aurez encore d'autres rendez-vous en plus de ceux dont je vous ai parlé, qui sont plus des rendez-vous de valorisation par la recherche de notre point de vue d'archives, de recherche d'intervention, comme dirait Pascal et Michel. Évidemment, il y aura d'autres rendez-vous aussi pour la partie archives. Et n'oubliez pas que tout cela se fait avec des moyens publics, mais aussi avec des moyens privés. Vous pouvez acheter du champagne, du chocolat, pour soutenir le fonds de dotation qui soutient lui-même le fonds de la Cité des Étudiants. Une petite chose que j'ai oubliée, puisque tu parlais d'archives, c'est que le Centre d'histoire sociale du XXe siècle est un laboratoire, à la fois sous tutelle de Paris 1 et du CNRS, mais surtout c'est aussi une bibliothèque, un centre de documentation, la bibliothèque Jean Métron, du nom du fondateur du centre. C'est une bibliothèque qui regroupe un grand nombre de livres, mais aussi des archives autour de l'histoire sociale et précisément aussi du mouvement étudiant sur 68. Il y a un certain nombre de choses, donc je tenais aussi à vous
bibliothèque du 6e étage, qui est, on va dire, un des fleurons du centre d'histoire. Donc merci, merci pour votre accueil. Et donc je vais tout de suite passer la parole à Marina Marchal, qui est responsable des archives à la Cité des Monts-Régionaux et présidente du CONOS, qui est aussi souvent accueillie dans ces lieux et qui donc organisera la prise de parole dans la journée. Alors, bonjour à tous. On va débuter avec la première session et remonter le temps. On accueille Alain Monchavon et Pierre Moulinier, tous deux membres du GERM, pour une intervention sur l'âge d'or de l'AGE autour de 1908. Alors, on excuse Paul Boucher, qu'on aurait aimé entendre ce matin, mais qui nous a déjà fait l'honneur d'être là hier à notre journée aux Archives nationales, et on l'en remercie. Donc voilà, il ne sera pas là ce matin. Je laisse la parole à Alain et puis à Pierre. Ça marche. Je voyais que ça marchait pas. Bon, mon intervention va être un peu paradoxale. Je dois parler de l'année 1908. L'année 1908, on verrait que c'est une année de troubles à la fac de médecine. Et vous verrez aussi que les acteurs, l'intérêt, disons, de cette date, c'est que les acteurs des troubles étudiants ont beaucoup changé par rapport aux années précédentes. Et par contre, un des acteurs pratiquement absent de l'opération, c'est l'AGE de Paris, l'Association Générale des Étudiants de Paris, ce qui est, et c'est intéressant de parler de la non-existence ou presque d'une association d'étudiants, alors que une faculté est troublée par des manifestations extrêmement violentes. Je laisserai à Alain d'ailleurs le soin de parler de cette association, créée en 1884. C'est intéressant la manière dont elle a été créée. D'abord, c'est l'année où les associations d'étudiants sont enfin reconnues et même sollicitées par les pouvoirs publics, alors qu'elles étaient depuis 1820 interdites par une ordonnance de cette époque. Et par ailleurs, c'est aussi le moment où le journal de Jules Vallès, Le Cri du Peuple, en décembre 1883, publie des articles incendiaires contre les bourgeois que sont les étudiants qui fréquentent les brasseries à femmes et qui ont des mœurs dissolues. Voilà. Tu en parleras peut-être, je ne sais pas. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est ces années. En fait, je crois qu'il faudrait parler plutôt de la décennie 1902-1912, parce que pratiquement le quartier latin est interminablement et pratiquement sans pause troublé par diverses manifestations qui concernent pas seulement d'ailleurs la faculté de médecine, aussi la faculté de droit et de lettres et des lettres. Alors quelques éléments sur ce moment. Après j'indiquerai un peu ce qui se passe dans cette fameuse année 1908. On est dans une époque où les grèves ouvrières sont importantes, sont nombreuses. En 1906, réhabilitation d'Alfred Dreyfus. En juillet 1906, loi sur le repos hebdomadaire obligatoire et sur la fermeture des commerces le dimanche, on en parle encore. Création du ministère du Travail en 1906. Paris plongé dans le noir le 8 mars 1907 par la grève des électriciens parisiens. Tout ça, c'est dans Wikipédia, je sais. Fondation en 1908 du quotidien L'Action française et des Canaux du Roi.
Condamnation en 1910 du sillon par le pape Pie X. Et côté estudiantin, évidemment, il faut citer la fondation du Paris Université Club en juillet 1906, et bien sûr celle de l'UNEF, l'Union nationale des associations générales d'étudiants de France, le 4 mai 1907 à Lille. Et le président du conseil à l'époque est un certain Georges Clemenceau, qui est un ancien carabin d'ailleurs. Il a été élève à la faculté de médecine de Paris et docteur en médecine de Paris. Alors, donc il faudrait parler, mais on n'aura pas le temps évidemment, de la décennie 1902-1912. Du côté estudiantin, ça bouge particulièrement. Pour ne pas prendre trop de temps à Alain, je ne vais pas citer tout ce qu'on pourrait citer comme trouble, comme manifestation, mais il est peut-être intéressant quand même d'évoquer à la fac de médecine, à la fac des lettres, les manifestations contre le professeur Talamas, Amédée Talamas. C'est un cours libre d'ailleurs, qui avait quelques années auparavant, alors c'est en 1908, non, 1908, c'est contre le germaniste Charles Adler, coupable d'avoir accompagné un voyage d'étudiants en Allemagne, et en juin de cette même année, des manifestations contre le cours de Talamas, qui avait quelques années auparavant mis en doute la virginité de Jeanne d'Arc. Voilà. Alors, revenons donc à la faculté de médecine pour évoquer aussi un problème qui reprendra d'ailleurs de la vigueur dans l'entre-deux-guerres, c'est celui de la, comment on l'appelle, prétor médical, c'est-à-dire l'idée qu'il y a trop de médecins, trop de docteurs en médecine formés par les facultés de médecine, et qu'il convient de mettre un terme à cette pléthore, c'est le terme employé à l'époque. Et donc on s'en prend à l'enseignement médical, à l'arrivée évidemment de plus en plus nombreuses des étudiants étrangers qui prennent les places et qui s'installent en France. Quand on voit un peu les chiffres, on voit qu'en fait il y a beaucoup de médecins à Paris, en Île-de-France disons, et très peu dans les campagnes par exemple, ou dans la province, ou en province. Alors, pour aller vite, je vais signaler les 4 acteurs, ce que j'appelle un quatuor d'acteurs engagés, qui prennent part à ces événements de 1908, voilà, mais qui je rappelle qu'il y a eu des coups auparavant. Le premier, ce sont les praticiens, comme on dit, c'est-à-dire les médecins qui se sont formés en syndicat depuis... alors les premiers syndicats de médecins voient le jour en 1881. Ils sont officiellement reconnus par une loi de 1892 qui autorise définitivement les médecins à former des syndicats pour la défense de leurs intérêts professionnels. Alors l'Union des syndicats médicaux se crée en 1984 et en 1993, plus de 122 syndicats sont réunis dans cette union, dont le plus important est évidemment le syndicat des médecins de la Seine. Je rappelle que les médecins sont particulièrement nombreux dans la capitale et en banlieue. Alors pourquoi je cite le syndicalisme médical? Parce que, j'expliquerai, le problème est un conflit qui est pratiquement récurrent et permanent au XIXe siècle à propos de formation médicale,
entre la faculté de médecine de Paris et la formation qui est donnée dans les hôpitaux par des praticiens précisément, et notamment, bien sûr, ça concerne l'externat et l'internat, mais la revendication des médecins est de lutter contre le monopole qu'a la faculté sur la formation médicale. Deuxième acteur, c'est la corpo de médecine. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce conflit, dans ces débats, qui deviennent violents, comme vous le verrez plus tard, c'est que c'est un peu le baptême du feu d'une association corporative des étudiants en médecine qui s'est fondée en 1902, donc on est encore dans l'actualité, et qui se situe ouvertement contre l'AGEP, l'Association Générale des Étudiants de Paris, en disant qu'elle ne fait rien pour la défense des intérêts des futurs professionnels que sont les étudiants. Donc c'est une première brèche, disons, dans l'idée qu'une AGE, et peut-être qu'on en parlera toute la journée, une AGE réunit l'ensemble des facultés, l'ensemble des étudiants d'une ville universitaire. Donc là, on se situe dans une contestation au nom de la défense d'intérêts corporatifs. D'ailleurs, le mot corporation est explicitement cité dans cette association qui s'appelle Association corporative des étudiants en médecine de Paris. Idem d'ailleurs pour les pharmaciens, les étudiants en pharmacie qui créent à peu près à la même époque leur propre association qui s'appelle Amicale, Association Amicale des étudiants en médecine, en pharmacie. Donc c'est cette corpo qui mène la danse et qui curieusement, c'est d'ailleurs le principe d'une corporation peut-être, devient l'allié des syndicats médicaux et l'allié du combat contre la faculté qui les enseigne, qui leur donne la formation, l'allié des syndicats médicaux. L'autre acteur, c'est l'Action française. Alors là aussi, c'est aussi un baptême du feu quelque part, puisque le premier groupe étudiant d'Action française est créé à Paris le 8 décembre 1905, sous la présidence de Lucien Moreau, et la Fédération nationale des étudiants d'Action française en 1913. Donc vous voyez qu'avec le syndicalisme médical, la corpo de médecine et l'Action française, les étudiants d'Action française, on est dans des groupes, des groupements qui ont intérêt, qui ont tendance à s'affirmer et qui trouvent, et je vais en venir au débat justement de 1908, qui trouvent dans les deux questions posées à l'époque, qui se catapultent curieusement, un aliment pour les manifestations. Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est la réforme, c'est un peu technique, la réforme de l'agrégation de médecine. L'agrégation de médecine, c'est le concours qui permet de recruter les professeurs de médecine, qui est professeur de la faculté de médecine. La réforme, une réforme qui est lancée en 1906, selon un historien qui s'appelle Georges Weiss, est à la fois l'étincelle et le symbole de la révolte des praticiens. Alors, le décret du 25 juillet 1906 crée un certificat des études médicales supérieures, CEMS, qui met le feu aux poudres, car il s'agit d'un titre préalable au concours d'agrégation de l'enseignement de la médecine, et qui est destiné, d'ailleurs, c'est aussi l'esprit du temps, à développer l'esprit de recherche dans les études médicales. Alors, autrement dit, avant de présenter un concours pour obtenir l'agrégation, il faut avoir un titre
qui est ce fameux certificat. Donc ça crée des discussions, des réunions, des meetings, et un meeting qui aurait rassemblé plus de 1000 étudiants demande la suppression de ce certificat, la nomination d'une commission de réforme des études médicales composée pour moitié de médecins praticiens et d'étudiants et pour moitié de professeurs des facultés. Il en ressort l'idée en 1907, l'année de la fondation de l'UNEF, d'organiser un congrès des praticiens de France et à l'initiative des syndicats médicaux et de la presse professionnelle. Autrement dit, l'association corporative, qui évidemment se situe dans ce camp, devient l'allié des syndicats de médecins qui réclament, à propos de en utilisant ce certificat, la création de ce certificat, qui réclament, disons, une réforme des études médicales, une réforme de la formation. Et c'est un peu l'idée, dans le fond, de supprimer ou de mettre en cause la tutelle de la faculté de médecine sur la formation des médecins. Un autre débat, c'est la nomination d'un professeur qui s'appelle Nicolas, et de deux professeurs qui s'appellent Nicolas et Renan, qui sont tous les deux agrégés de la faculté de médecine de Nancy, et qui sont nommés par le conseil des facultés, enfin par le ministre en fait, qui sont nommés comme professeurs à la fac de médecine, et on critique le fait qu'ils prennent la place d'un professeur parisien qui s'appelle, je ne sais plus, ah oui, on a écarté des professeurs qui s'appellent Riffel, qui est chef de travaux d'anatomie, et qui ont la faveur de, justement, des étudiants, de la corpo des étudiants. Alors, là encore, le problème est compliqué, parce que le problème posé, c'est que Nicolas et Prenant refusent d'avoir des cours particuliers en même temps qu'ils sont professeurs à la faculté de Paris. Et donc, et en plus, ils sont provinciaux. Et donc, on critique le fait qu'on a nommé des Nancéiens qui se destinent à consacrer tout leur temps à l'enseignement et à l'instruction des élèves, voilà. Alors que les titulaires... alors, ce qui se passe, c'est que il y a une collusion, disons, entre les professeurs Riffel et puis la corpo de médecine, et puis, dans le fond, pour protester contre cette nomination de provinciaux. L'Action française, d'ailleurs, s'en mêle. Alors, les événements, je ne vais pas les raconter, mais ils sont provoqués par, en novembre 1907, par le premier cours de M. Prenant, et le lendemain par celui d'Adolphe Nicolas. Le 8 novembre 1907, c'est assez classique comme scène, le grand amphithéâtre et les couloirs sont bondés, et lorsque Prenant et le doyen, qui s'appelle Debord, montent sur l'estrade, les cris fusent, la démission des deux professeurs est réclamée sur l'aire des Lampions, un pétard éclate sur le bureau de la chaire, enfin je passe.
Dans la cour, un feu de joie est allumé avec des chaises, des papiers et des livres. Puis un bonhomme s'ébranle vers le domicile du professeur Nicolas, bonhomme qui serait mollement réprimé par la police, et on soupçonne, d'ailleurs le journal L'Humanité du 9 novembre, soupçonne la police d'avoir refoulé lentement les caradins et de ne pas avoir beaucoup manifesté l'opposition à ce bonhomme. L'Action française s'en mêle, puisque elle indique que les étudiants ont conspué le doyen et les métèques, numéro du 8 décembre 1907. Alors, des étudiants créent un comité contre la violence populaire, contre la violence policière, qui se réunit au siège de la Corpo. Enfin, vous voyez un peu le genre des événements qui mettent en œuvre effectivement une coterie, disons, étudiante, qui s'appelle la Corpo, contre la nomination d'un professeur avec le soutien implicite de l'Action française, même si évidemment la Corpo de médecine n'est pas un noyau de l'Action française, enfin j'en sais rien, à vrai dire. Alors, en 1908, là c'est fin 1907, en 1908, le cours d'anatomie du professeur Nicolas est encore perturbé, car il aurait fermé un amphithéâtre de dissection et il aurait réduit le nombre de leçons qu'il donnait. Une fois de plus, donc, il y a des manifestations. Et, voilà. Alors, ça c'est pour le professeur Renan, le professeur Nicolas. Il y a l'agrégation de médecine maintenant. Alors là, c'est en décembre 1908, un an après. Le 21 décembre 1908, jour de l'ouverture du concours d'admissibilité à l'agrégation de médecine, 2000 personnes manifestent devant les grilles de la faculté pour empêcher la tenue des épreuves. Mais la police a occupé préventivement les locaux de la faculté, ce que dénonce la Corpo de médecine. Il en résulte des bagarres entre étudiants et policiers, une fois de plus, qui font des blessés, et les épreuves du concours sont ajournées. Vous voyez un concours pour obtenir l'agrégation qui est troublé par des manifestations extérieures. Peu après le concours ayant été à nouveau ouvert, seulement 20 candidats sont présents, ils sont prudents, sur 123, et ils composent au milieu du brouhaha de ceux qui refusent l'épreuve. Des manifestations violentes ont lieu au dehors qui provoquent l'intervention de la garde républicaine à cheval. On pourrait voir ça. D'ailleurs, il y a des photos qui ont été données, qui existent de ces manifestations. Du coup, les manifestants se rendent au Sénat, qu'ils envahissent et dont ils brisent quelques vitres. Le 22 décembre, les étudiants de première et deuxième année manifestent contre le professeur Nicolas, on y revient, et l'expulsent de l'amphithéâtre d'anatomie. Le doyen regrette que Nicolas se soit laissé maltraiter et souhaite la fermeture des cours pour les premières et deuxièmes années. Alors c'est là qu'arrive l'AGEP, l'Association Générale des Étudiants de Paris, qui jusqu'à présent n'a pas beaucoup manifesté pour ou contre les manifestants. Un membre du comité de l'AGEP, Beugnot, étudiant en droit, ayant été blessé dans les manifestations, le président de l'association, Julien, rencontre le ministre du Travail, qui est Viviani, lequel l'emmène chez Clémenceau, qui est président du Conseil, et le lendemain, Julien obtient une entrevue avec le préfet de police Lépine, dont il obtient l'engagement que la police n'entrera plus dans les locaux universitaires et ne sera plus réquisitionnée que préventivement. Le 24 décembre, c'est classique, la fermeture de la faculté est à nouveau décidée pour les étudiants des premières et deuxième années jusqu'en mars 1909, et le concours de l'agrégation est ajourné.
Mais le 11 janvier, le doyen prudent consent à une réouverture de certains cours et travaux pratiques. Alors, voilà ce qui se passe en 1907-1908. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas prendre trop de temps, mais il y a jusqu'en 1912 des soubresauts, d'autres manifestations, toujours le problème du concours de l'agrégation, toujours le rôle de la corpo de médecine et des syndicats médicaux, et des manifestations, toujours le rôle du préfet de police qui s'appelle Lépine, et toujours un certain nombre de débats, de soutien de l'action française, et ce n'est qu'en 1911 que le concours de l'agrégation se passe normalement. Mais l'Humanité du 4 novembre 1911 dénonce des étudiants manipulés, c'est un peu le cas, par les professeurs, et parle le 9 novembre d'une cabale d'agrégés. Donc, ce qui est intéressant dans ce récit, il devrait être plus long et illustré par quelques images, c'est que on voit effectivement qu'une association générale d'étudiants se tient quelque peu à l'écart, même si évidemment le fait qu'elle ait un blessé parmi ses membres fait qu'elle bouge un peu pour aller voir les pouvoirs publics, mais qu'on constate une collusion entre une corpo d'étudiants, celle de médecine, les praticiens en médecine, et avec le soutien d'un organisme politique qui est l'Action française. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire des manifestations étudiantes qu'il y a ce rapport entre syndicalisme, corporatisme étudiant et le soutien d'une coterie politique. Voilà. Question naïve, j'ai combien de temps? Personne ne sait. Bon. Tu as 20 minutes. Oh, c'est trop. C'est trop parce que je ne vais pas répéter ce qu'a dit Pierre. Vous avez entendu la seule fois dans son exposé où l'AG est mentionné, c'est cette intervention tardive du président de l'Association générale d'étudiants de Paris, qui voit Viviani, ministre du Travail, qui est également député du quartier latin de Varsovie, qui lui ménage l'entrevue avec Clemenceau, et Clemenceau qui lui ménage l'entrevue avec Lépine, etc. Donc le président de l'AGE est quelqu'un qui intervient au sommet auprès des autorités pour calmer le jeu et sans fondamentalement s'engager sur la question technique des études de médecine. Eh bien, ce n'est pas une anomalie, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait ce qui répond à ce qu'est une association générale d'étudiants à cette époque, à ses fonctions et à sa pratique. Du coup, je ne vais pas parler, moi, de 1908 spécifiquement, justement, c'est de voir qu'est-ce qu'une association générale d'étudiants à cette époque, disons, en faisant la césure en 1914. Je parlerai d'informations, si vous voulez, une réflexion sur l'Association générale d'étudiants de Paris, tout simplement parce que c'est de loin la principale, elle représente à peu près la moitié des effectifs des AGE qui existent en France à cette époque, et accessoirement, parce que j'ai un joli texte, de l'Association générale des étudiants du Caen qui répond au même modèle. Alors quel est le modèle? Je vais voir, si vous voulez, les ambitions de
l'existence de ces associations générales et leurs limites. L'ambition, elle est celle-ci. Elle est portée d'ailleurs par des universitaires. C'est faire que le monde étudiant soit structuré, encadré, en principe par lui-même, et que la vie étudiante soit, une vie sociale active, avec une sorte d'apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté. Il y a une visée démocratique, au moins telle que les voyaient les pères fondateurs de la Troisième République, dans la création des associations générales d'étudiants. Par la pratique de la réunion, par la pratique du débat, tout ça doit faire que ce monde étudiant ne soit pas un monde d'individus ou un monde soumis à des simples besoins matériels, mais soit véritablement un petit foyer de conscience démocratique, d'apprentissage de la citoyenneté. C'est l'ambition des universitaires, avec le sens de la synthèse qui le caractérise. Ernest Lavis, qui est longtemps l'espèce de conscience morale de l'Association des étudiants de Paris, il va quand même aussi en province, fixe 3 buts aux associations générales d'étudiants: le travail de l'esprit, la fraternité, le patriotisme. La fraternité, c'est, si vous voulez, ce qui est la raison d'être du local de l'Association générale des étudiants, c'est-à-dire des formes simples d'entraide entre étudiants, et y compris entraide sur place au local, où il y a des journaux, apprentissage, pluralisme, d'ailleurs, vous avez toute la gamme, il y aura l'Action française quand elle existera, mais il y a l'assiette au beurre, enfin, quand on voit le catalogue des ouvrages, il y a une bibliothèque, il y a un fumoir, il y a toute une série d'activités ouvertes, si vous voulez, au sein du local de l'Association générale des étudiants, qui sont la lecture, des conférences, normalement, des activités de loisirs qui vont du billard aux jeux de cartes, en interdisant les jeux d'argent. Travail de l'esprit. Alors, c'est, je vais y revenir après, c'est essentiellement les conférences, des causeries qui sont faites au local de l'AGE sur des thèmes d'intérêt général. Quand je dis d'intérêt général pas seulement concernant les étudiants, et concernant les étudiants, jamais spécifiquement propre à une discipline, la médecine par exemple. Il s'agit au contraire de poser des questions d'ensemble. Donc, volonté de créer un organisme, des organismes vivants, créant une sorte d'autonomie des étudiants, le faisant graduellement passer au statut de citoyen. Autre aspect, c'est démocratie par les procédures. À la différence des associations d'étudiants qui existent notamment outre-Rhin à cette époque, ou même en Suisse ou ailleurs, tous les étudiants sont égaux. Il n'y a pas de système des anciens par rapport aux nouveaux, il n'y a pas de priorité de telle discipline sur telle autre. Il n'y a pas de, d'aspect initiatique à l'adhésion à l'association des étudiants. Et il n'y a pas d'aspect idéologique ou politique. Oui, il y a le principe de l'élection, ceci avant la loi de 1900, puisque les associations dont on parle, celle de Caen, celle de Paris, c'est des années 1880.
le principe de l'élection annuelle, et même à Caen, il y a pendant longtemps, l'élection biannuelle. Vous avez donc la liberté de candidature, vous avez la création d'un comité de l'AGE, l'Association Générale, où les corporations disciplinaires ne sont que le cadre qui fait des propositions, les décisions sont prises par un comité de l'AGE où toutes les disciplines sont représentées au prorata de leurs inscrits. Et d'autre part, le président lui-même n'est que président du comité. Le texte y insiste, c'est-à-dire qu'il n'est pas une autorité supérieure, il tient sa légitimité du comité et peut d'ailleurs être renversé par lui. Donc on a des cadres, si vous voulez, des institutions tertio-républicaines. Et il y a un côté procédurier qui fonctionne dans ces associations générales et qui apparaît au moment des crises, des secousses notamment politiques. Alors, je confirme ce que tu disais. Les statuts de toutes ces associations précisent qu'il n'est fait aucune distinction politique ou religieuse entre les membres et que, dans un souci d'unanimisme autant que possible, ces associations générales doivent éviter de s'engager dans des débats politiques ou religieux. Il me semble, puisque j'ai un peu étudié le mouvement étudiant aussi bien au XIXe qu'au XXe siècle, que le sens de cette proclamation apolitique à la fin XIXe, début XXe, n'est pas nécessairement, ou n'est pas seulement le cache-sexe d'un conservatisme politique et social. C'est, je crois, une volonté d'éviter des affrontements, je répète, ça ne marche pas toujours, et une volonté de créer un cadre démocratique où tout le monde puisse participer, y compris acclimater ces pratiques, disons, démocratiques, à des étudiants qui, pour la moitié, arrivent des écoles catholiques et privées, où ce genre de procédure ne leur était pas du tout connu. Il était peu présent dans l'école publique, mais il était, disons, antinomique au fonctionnement des écoles privées et à la formation donnée par les écoles privées. Donc, si vous voulez, le bilan de tout ça, la proclamation de tout cela, c'est bel et bien la volonté d'ordonner le monde étudiant, un, de l'ordonner, et deux, de l'ordonner selon des procédures démocratiques, et trois, avec des objectifs qui seraient ceux d'une socialisation démocratique de ces adhérents. Bon, alors, voilà les ambitions, et d'une certaine façon, ça marche pas trop mal, puisque au début du XXe siècle, pratiquement toutes les villes universitaires sont couvertes par le réseau des associations générales, et j'ajouterais pas seulement les villes universitaires, c'est là qu'il faut préciser, ces associations sont basées sur la résidence. Ce qui fait que même là où vous n'avez pas véritablement d'université avec ces 5 facultés, au Rouen par exemple, vous avez une association générale des étudiants. Ça paraît surprenant, qu'est-ce que ça vient faire là? C'est qu'il s'agit d'organiser les étudiants sur la base, disons, territoriale, locale et non pas disciplinaire. Classiquement, les corporations n'ont qu'une fonction subordonnée et ce dont parlent les organisations étudiantes, c'est de leur local, de tout ce qu'ils offrent comme possibilité matérielle. Est-ce que je suis capable de retrouver la citation que je cherchais? Accordez-moi un instant, je vérifie. Oui, je crois que je l'ai trouvé. Bon, par exemple, Lucien Lamoureux,
qui est ultérieurement un ministre de la Troisième République, disons républicain modéré, écrit dans ses mémoires qu'en 1907, arrivant de sa province, quelque part dans le Massif central, un ami me conseilla de me faire inscrire à l'Association Générale d'étudiants de Paris, dont le siège à l'époque était 43 rue des Écoles, en m'assurant que j'y trouverais tous les jours un refuge éclairé, chauffé, pourvu de bibliothèque très complète pour les études, ainsi que de bons camarades avec qui je pourrais travailler en bénéficiant auprès des plus anciens de leurs conseils et de leur expérience. C'est ça la fonction des AGE, plus que je vous ai dit, le billard, etc. Alors, ça s'orne en plus des espèces de folklore étudiant, les cavalcades, les fêtes de la mi-carême, etc. Parfois les concerts, hein, le bal. Dans les villes de province, ça se tient dans les salons, souvent soit de la préfecture, soit de l'hôtel de ville, et le président de l'association ouvre le bal avec la femme du préfet ou la femme du maire, etc. Et, comme il s'agit de faire le bien en s'amusant, les bénéfices, parce que le plus souvent, apparemment il y en a, les bénéfices sont versés à des œuvres sociales au profit des pauvres auxquels les étudiants n'appartiennent pas. Voilà, si vous voulez, le fonctionnement. Et voilà pourquoi les associations générales s'embarquent assez peu sur les questions de réforme universitaire, de réforme disciplinaire. Ça n'est pas leur but. Oui, non, ça n'est pas dans leur fonction, et c'est très très tardivement, mais à la limite ça nous fait sortir de la période étudiée, qu'elles y viendront. Encore une fois, la fierté c'est le local, et comment dire, je parlais du local 43 rue des Écoles, ça n'a lieu qu'un temps. La ville de Paris offre à l'Association Générale des étudiants un superbe local rue de la Bûcherie, de l'autre côté de la Seine, près de Saint-Julien-le-Pauvre, qui est un local richement doté, comme le sont la plupart, pas toutes, des associations générales d'étudiants. Et le local est un lieu de rencontre, un foyer, c'est là que les choses se passent. Bon, voilà donc les ambitions. J'en viens, si vous voulez, aux limites de cette ambition, éventuellement à l'échec. Bon, d'abord, la limite, c'est en quelque sorte que cette démocratie se veut une démocratie guidée par les universitaires. Je parlais de la VIS pour l'association de Paris. À Caen, eh bien, l'association fonctionne selon une hiérarchie. Il y a le président, qui est un étudiant, mais il y a un directeur qui est le plus souvent un universitaire, voire dans le cas de Caen, c'est pendant 20 ans le recteur, d'ailleurs une grande personnalité du monde universitaire réformateur de la République, le recteur Zévor, qui assume cette fonction. J'oubliais même la fondation de l'AG de Caen est à l'initiative d'un universitaire normand qui finira d'ailleurs sa carrière tout à fait honorable au Collège de France en civilisation russe. Donc évidemment, cette démocratie est une démocratie pour partie sous contrôle. Une démocratie qui n'exclut pas le refermement, c'est-à-dire que ça fonctionne comme un corps, mais je ne sais pas jusqu'à quel point il faut s'en affoler. Chaque association générale d'étudiants a, depuis quelque temps, un drapeau très important, c'est le symbole, des insignes de membres de l'association, je crois même un blason si l'on veut, et puis souvent les présidents d'associations, à leur sortie de charge, ont droit à cette belle distinction qui est celle d'officier d'académie, ce qui les raccroche au monde, s'il ne l'était pas déjà, au monde officiel, bon, ici, universitaire. La limite de tout cela, bon, c'est que c'est encore une fois une démocratie
activité, c'est également que ces associations générales, dans le cas de Paris, par exemple, connaissent un certain déclin. Et à l'époque dont parle Pierre Moulinier, sur plus de 10 000 étudiants parisiens, l'association LA, comme on l'appelle tout court, ne groupe que à peu près 1 millier d'étudiants, 1/10 seulement des étudiants, avec, ce qui est logique, un gros morceau compact d'étudiants en droit. La quasi-totalité des présidents de là sont des étudiants en droit, alors avec des variantes politiques. On a Louis Noguer qui finira comme parlementaire, qui sera ultérieurement parlementaire socialiste, président de la Haute Cour de justice en 1945. Et puis, puisqu'on célèbre le centenaire cette année, l'année d'avant, d'après, je regarde une note, un jeune genre d'aujourd'hui, Maurice Tourol, qui est un des interviewés dans l'enquête d'Agathon, qui exprime l'ardeur nationaliste et courageuse de la nouvelle jeunesse, c'est-à-dire des étudiants. Mais ça se passe au sein des étudiants en droit, mais elle ne parle pas pour autant de réforme des études de droit pour l'essentiel. Alors, cette ambition, j'indique les limites, je crois que rien ne le montre mieux que cette causerie que fait en 1893 à Caen, le recteur, lors de la réception semestrielle, etc. C'est en redoublant de travail en dehors d'ici, messieurs les étudiants, vous confondrez les détracteurs de l'association. Elle en a des détracteurs, comme toutes les institutions humaines. Les nouveautés dans notre pays sont d'abord accueillies avec enthousiasme, et vous avez bénéficié à votre naissance de l'enthousiasme qui s'attache à tout ce qui sort de la routine et du convenu. Puis les critiques sont venues, vous les avez réfutées en consacrant au labeur sérieux, bon là je pense que c'est le boulanger, en consacrant au labeur sérieux tout tant que vous n'accordiez pas aux distractions légitimes. Vous les réfuterez encore mieux par l'accueil que vous ferez l'an prochain aux camarades des autres centres universitaires. Bon, laissez-moi vous soumettre un projet. Ne pourriez-vous pas tenir un congrès d'étudiants et y discuter des questions comme celle-ci dont vous avez reçu le programme? Influence du système de résidence sur l'éducation et la vie des étudiants. Rapport de camaraderie entre étudiants d'universités différentes. Administration des étudiants par eux-mêmes. La coéducation, alors c'est pas la mixité, la coéducation, c'est pas, on n'est pas en Angleterre, c'est les aînés qui instruisent les nouveaux. La coéducation comme facteur social, considéré comme facteur social dans la vie des étudiants. Ne vous semble-t-il pas que ces questions et d'autres analogues, soigneusement préparées, sérieusement traitées, contradictoirement discutées, soit entre vous, soit avec les conseils et l'expérience de vos maîtres, convertiraient les étudiants et convaincraient les plus incrédules de l'utilité des associations d'étudiants. Bon, en d'autres termes, si vous voulez, dans la trilogie de Lavis, travail de l'esprit, fraternité, patriotisme, l'aspect travail de l'esprit était ce qu'attendaient les universitaires. Ben, ils ont été grandement déçus. Dans les faits, les associations générales d'étudiants ont surtout fonctionné autour du sacro-saint local, de son billard, de son fumoir, des fêtes qu'il organise, et vous avez, si vous voulez, l'explication de l'espèce de routine que ne voulait pas le recteur Zévor, mais qui s'installe au fonctionnement des associations. Pour conclure, j'emprunte au vocabulaire de la science politique une définition qui me semble bonne. Les associations générales sont faites donc pour organiser la socialisation, pas pour agir. Elles sont ce qu'on appelle des fair weather institutions, des institutions par beau temps. Elles n'ont pas pour fonction d'agir dans un sens ou d'un autre en temps de crise. D'ailleurs, concrètement parlant, l'association des étudiants
Parisien, en 1914, se met en sommeil. Il est vrai que nombre de ses membres sont mobilisés, et ces locaux sont convertis en hôpital, bien sûr, pour les décès ramenés à Paris. Je vous remercie. Merci à tous les deux. Est-ce que vous avez des questions? Vous battez. Je rajoute un point, moi, je rajoute juste un point. Pierre ne vous a pas dit, mais je pense que ça fait partie de la question, que un des deux universitaires, le professeur Prenant, chahuté parce que provincial, parce que prenant l'engagement de ne pas donner de cours particuliers, de consultations particulières, etc., est le père de Marcel Prenant. Marcel Prenant en parle d'ailleurs allusivement dans les premières pages de son autobiographie. Qui aura aussi affaire à l'Action française. Voilà, oui, c'est une affaire de famille. Peut-être deux petites questions, mais plutôt ponctuelles à vrai dire. Est-ce que ces associations produisent des bulletins? J'ai eu dans le bulletin de l'association du Plan de Paris un récit des origines de l'association de Caen. Bon. Et ces bulletins, en partie répondent à l'objectif fixé par la VIS. Il y a parfois des reproductions de causeries, de conférences qui sont des choses effectivement même intéressantes. C'est-à-dire qu'un siècle après, on peut les lire comme des points de vue argumentés. C'est un peu la page débat du monde de l'opération aujourd'hui avec l'universitaire en tout. Mais je n'ai pas l'impression que c'est ce qui était lu, c'est ce qui a produit véritablement des élèves. Bon. Donc il y a des bulletins qui se connaissent entre eux, etc., et qui vont aboutir à ce que le rapprochement, ce soit la naissance de l'UNEF, non les associations, en 1907. Non, les balles, enfin les activités d'étudiants, les exemples sont partiels, sont vraiment entre étudiants. C'est pas parce qu'on a fait valser la femme du préfet qu'on a élargi le milieu social considérablement. Non, il n'y a pas ça. Il y a la tentative des universités populaires, dans le cadre du mouvement, et aussi bien à Paris qu'à Caen, on voit qu'au lieu de... C'était plutôt poussé de l'extérieur, et que c'est abandonné très très vite, à la grande déception d'un certain nombre de gens. Comment dire, ça n'a pas marché. Et est-ce qu'ils organisent des représentations musicales Oui. À Caen, il y aurait même un orchestre, etc. Alors les noms sont parfaitement inconnus, je ne suis pas musicologue, mais ils prétendent avoir monté un orchestre qui, effectivement, alors lui se présente principalement auprès des étudiants, et qui peut toucher peut-être un autre public. Alors oui, à propos de Bâle, enfin, les grands événements, ce sont quand même des conférences données par des anciens, souvent des professeurs, des écrivains, etc. Et puis, par exemple, on invite une personnalité comme Sarah Bernard, l'association des étudiants de Paris de sa présence. Il y a des conférences, il y a des balles. Moi je dirais que à cette époque, peut-être encore un peu dans l'entre-deux-guerres, l'association générale des étudiants est un animateur de la vie sociale municipale, locale. Le président est dans toutes les fêtes, dans toutes les manifestations, etc. Et on défile avec le drapeau de l'association en tête dans les manifestations. Tu n'as pas beaucoup parlé de l'aspect international de l'association. Les associations étrangères sont invitées en France. Les associations, notamment l'association de Paris, est invitée dans les grandes manifestations en Europe, etc. Oui, Roby Morder. Premièrement, la question corpo et AGE, on peut prendre l'exemple de Toulouse, par exemple, de l'opposition entre le syndicat des étudiants en droit qui se crée contre l'association qui ferait trop de politique, c'est-à-dire qui ferait rien, et trop de politique, c'est-à-dire trop de représentation, en négligeant les revendications corporatives. C'est très intéressant de voir que
l'opposition association-syndicat est quelque chose qu'il faut traiter à chaque fois dans le contexte. Rappelez par exemple que l'AGE de Paris, le premier monôme fondateur, se fait, malheureusement je n'ai pas l'air, mais on a les paroles, associons-nous, syndiquons-nous, c'est le cri qu'on entend partout. Et donc toujours rappeler la proximité entre les débats sur la loi de 1884 sur le droit syndical, qui aboutit sur la loi de 1884, et la loi de 1901. C'est un peu les mêmes termes, d'ailleurs c'est même pas le Descrousseau, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. L'adoption se fait, la résistance est plus profonde à la loi sur les associations que à celle sur les syndicats pour toute une série de raisons. Alors, moi j'ai regardé aussi l'AGE d'Alger au travers de la presse, donc enfin ça confirme, c'est à peu près ça, c'est-à-dire c'est l'avis de l'Union nationale après 1907, c'est dans la presse, souvent dans la presse locale des étudiants, donc l'intérêt de travailler là-dessus, c'est qu'on a non seulement ce qui se passe localement, mais les échos nationaux. Surtout quand le congrès national se tient dans la ville. Il y a tout ce qui est de l'ordre, les poésies, bon, c'est les journaux d'étudiants, bon, les poètes, les dessins. Moi, je m'attache beaucoup aussi à toutes les pages publicitaires. Alors, tout ce qui est au début, on prend l'écho d'Alger, l'écho des étudiants d'Alger, c'est effectivement au début et à la fin, c'est plein de pages de pub. Le journal, c'est 8 ou 10 pages au milieu. Et c'est intéressant de voir qui fait de la publicité. Et enfin aussi, la presse locale, la presse nationale non étudiante, c'est intéressant de voir par exemple l'Illustration ou d'autres journaux où on a les grandes photos ou les dessins du bal des étudiants, effectivement, à la mairie, ou la réception de l'association des étudiants en uniforme. Donc tout ça nous permet de voir un peu une variété, une diversité, et puis surtout l'international. Avant l'Union nationale, il y a les relations avec les autres associations d'étudiants dans d'autres villes, puisqu'il n'y a pas d'association nationale d'étudiants, parce que la première, ça va être l'Union nationale des associations des étudiants de France. Oui, est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots sur la mixité de ces organisations ou la non-mixité? Mixité sexuelle. Ouais. Réponse non. Si on prend la situation de Caen, c'est en 1918 que se crée une association des étudiants, calquée, etc. Sauf que son local est à l'intérieur des murs de l'université. Et donc ça sert plutôt, tandis que le local des étudiants mâles est hors de l'université, ferme très tard. Donc les étudiants sont davantage sous contrôle, y compris sur la question de l'introduction de boissons par exemple. Et ça fusionnera les 2 associations, l'A et l'A', en 1931 dans le cas de Caen. À Paris, je n'ai plus la date à laquelle s'est créée l'association générale des étudiants, mais il y a, comment dire, c'est pas la poupée Barbie, tout à fait. Il y a une étudiante au comité, à partir de, je parle de Paris, peut-être de 1905, quelque chose comme ça. Mais il y a, vous savez, il y a peu d'étudiantes et la plupart des étudiantes sont étrangères. Russes notamment. Oui, enfin, moi j'ai regardé l'intérêt des annuaires des AGE, qui sont en général le supplément au bulletin, c'est qu'ils donnent jusque vers 1920-23 à peu près, la liste des membres. Donc c'est intéressant de le voir. Et on trouve dans l'annuaire de l'AGEP, l'Association Générale des Étudiants de Paris, je dirais 4-5 étudiantes qui sont nommées, mais guère plus effectivement. Par contre, à Paris notamment, à Caen, je ne pense pas, il y a une très forte sollicitation des œuvres en faveur des étudiantes. Alors, la belle époque, c'est la création des foyers d'étudiantes
puis évidemment le monde de la province, ou alors des étrangers, des Russes notamment, qui vont perdre leur âme à Paris. Donc les associations, les organisations professionnelles s'en occupent beaucoup. Et il y a des sortes d'associations d'étudiantes, effectivement, qui sont créées, notamment par les protestants. Là, les locaux semblent être assez, enfin, relativement éloignés des lieux universitaires. Quelle présence des âgés dans les lieux universitaires eux-mêmes et quelle possible pour leur truc, comment ils recrutent, comment ils se font connaître? Bon, le 43 rue des Écoles, c'était pas très très loin quand même du monde universitaire, enfin, c'est à côté du collège. C'était juste un appartement. Cela étant, lorsque est proposé le local de la rue de la Bûcherie, donc pied de Notre-Dame, enfin, c'est de l'autre côté de la Seine. oui, bien sûr. Oui. C'est en face de Notre-Dame. C'est à côté sur la de rive gauche. C'est là où il y avait les cours de civilisation française après. Ah oui. L'amphithéâtre Louis Mslot. Ah oui, donc c'était Et l'amphithéâtre de... Et dans un premier temps, l'Assemblée générale des étudiants refuse ce local qui est beaucoup trop éloigné du quartier latin. Et donc il faut dans ce cas-là lever la séance pour éviter un vote défavorable, reconvoquer en ayant fait venir des affidés pour qu'une Assemblée générale ensuite accepte ce local. Tout de même n'était pas une misère. Mais apparemment, il n'y a pas de présence. Oui, mais c'est ça, parce que... Non, mais puisque c'est fondé sur la... Ni panneau d'affichage, ni Si. aucun contact pour recruter, quoi. C'est essentiellement fondé sur la résidence, les intérêts. Il n'y a pas de local. Les questions de logement, de Oui, mais enfin, bon, il faut bien qu'ils s'adressent aux étudiants pour leur dire qu'ils On peut penser existent. que Non, effectivement, il n'y a pas de local étudiant dans les locaux universitaires, si c'est ça la question. Par contre, je dirais, lorsqu'on crée les premières associations générales, 84, c'est presque lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grand cri. C'est-à-dire qu'il y a un accueil fantastique des autorités universitaires lorsque se crée l'Association générale des étudiants de Paris. Et évidemment, ils ont des lieux où ils peuvent mettre leurs affiches, leurs informations, etc. On les accueille bien volontiers. Et voilà. Par ailleurs, dans les locaux universitaires, c'est aussi la belle époque, enfin la fin du 19e, le début 20e, le moment où se créent des grandes institutions pour l'accueil des étudiants étrangers, pour l'information des étudiants, etc. Donc, je dirais, l'information est... C'est l'institution, enfin. À l'intention des étudiants est abondante. Et je dirais aussi, on peut trouver de l'information sur les AGE dans les locaux universitaires. Ceci dit, il n'y a pas de local, effectivement, ouvert aux étudiants. Jean-Philippe Legois, petite question sur les listes éventuelles quand il y a débat au sein des AGE. Est-ce que ça arrive? Est-ce qu'il y a plusieurs listes concurrentes pour l'élection au bureau des AGE? Et du coup, est-ce qu'on a des éléments sur si ça existe, sur ce qui les oppose? Ou est-ce qu'on subodore seulement des choses par des informations extérieures? Et dernière chose, du coup, si effectivement c'est des AGE qui sont créés sous les auspices des grands universitaires comme l'AVIS et autres, est-ce qu'il y a des moments où le canal institutionnel, le canal peut-être hiérarchique, ou en tout cas vécu comme ça, est rompu, et sur quelles questions? Comment dire qu'on n'a pas gardé, moi je n'ai pas encore trouvé, qui avait des listes lorsqu'elles sont candidates. En revanche, on a les résultats
bulletin, on voit la liste machin, où un tel a été élu, etc., etc. Et que ça ait un contenu politique, on le sait, on voit quand même passer de Louis Noguer à Ami Jaurès, à Maurice Tourol, jeunes gens d'aujourd'hui, c'est sensible. Bon, d'autres exemples. Oui, oui, bien sûr. Il y a des affrontements de fait politiques, mais je n'ai pas trouvé en général les papiers comme support. Ça a pas mal fonctionné, enfin, d'abord, de les avoir perdus, et ça a fonctionné aussi sans doute par le bouche à oreille, comme il convient. Pour répondre à ta deuxième question, écoute, une belle formule. Novembre 1912, le recteur, enfin vice-recteur de Paris, je crois que c'est encore Gare, envoie une note au ministre. Il y a un chahut à la fac de droit. Le président de l'association des étudiants a pris sur lui de haranguer les étudiants pour les inviter à rentrer dans l'ordre. Il sortait d'un entretien qu'il avait eu avec l'assesseur et moi-même, et au cours duquel nous avions constaté que dans les circonstances présentes, comme dans plusieurs autres antérieures, l'association n'avait pas exercé auprès de la jeunesse des écoles l'action à laquelle elle semblait appelée par son rôle d'institution d'utilité publique et par tant de faveurs qui lui ont été accordées. Donc, n'a pas exercé auprès de la jeunesse des écoles l'action à laquelle elle semblait appelée par son rôle d'institution d'utilité publique et par tant de faveurs qui lui ont été accordées. Oui, la GEP est reconnue d'utilité publique en début de D'autres questions? Une question sur les archives. Une question sur les archives. Elles sont déposées où et comment les avez-vous récupérées? Parce que j'imagine que cette presse étudiante et c'est... Il n'y a pas d'archives à ma connaissance de l'association des étudiants de Paris. Je n'ai pas étudié l'entre-deux-guerres, je ne sais pas. En général, la seule source qu'on a, ce sont effectivement les bulletins d'information. Et puis la presse, la presse locale, quand elle parle des activités de l'association. Enfin, en tout cas, avant la guerre de 14, je ne crois pas qu'on ait les archives de l'Association générale des étudiants de Paris. Si elles existent, qu'on les indique, je me pleurerai dessus. Mais cette presse, j'ai une question complémentaire, cette presse dépend-elle du dépôt légal, imprimeur? On la trouve à la Bibliothèque nationale. Oui, ou à la BNF ou à la Mazarine, on a ça. Les archives propres de l'Association étudiante de Paris, je crois qu'elles ont disparu dans la faillite de 1934-35 de l'association Criblette, etc., a perdu ce fameux local, etc. Et désormais sont des décombres de l'association étudiante de Paris. Bon, et je pense que les archives ont dû aller à la benne à ce moment-là. Cela étant, la préfecture de police, enfin les RGTP, ont bien suivi ça et pas mal des querelles de l'équivalent. Ce qu'on ne lit pas. On l'apprend avec une compréhension par les informateurs policiers. Alors, Par ailleurs, il existe une presse, je dirais, sur les étudiants qui ne dépend pas des AGE. Enfin, dans les villes de province, il y a souvent un bulletin d'information qui est consacré à la vie étudiante locale. C'est assez intéressant parce que ça n'existe plus, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale. Mais je dirais que, encore dans l'entre-deux-guerres, dans une ville de province universitaire, la vie étudiante est largement documentée par la presse, y compris par une presse spécialisée dans la vie universitaire, la vie étudiante. Donc, c'est pratiquement la seule source qu'on a pour parler des AGE.
c'est pas spécifique à la France, hein, puisqu'en Italie, le travail qui a été fait entre autres par Gaetano Cagliarello s'appuyait sur pas beaucoup d'archives, mais essentiellement sur la presse étudiante pour tracer un peu un historique des associations étudiants en Italie. Le gros bouquin, c'est essentiellement à partir de la presse. Oui, enfin, je crois qu'il faut vraiment dire que dans une ville de province de 1930, à peu près, le monde étudiant est un monde vraiment extrêmement important dans la vie locale. Enfin, bon, c'est l'animateur par excellence de la vie locale. Donc, la presse locale rend compte abondamment des activités étudiantes, protestataires ou pas. D'autres questions? Alors, je vous propose, si vous ne voyez pas d'objection, de ne pas faire de pause, vous n'êtes pas fatigué. Et comme on a quelques minutes de retard, d'enchaîner directement avec la seconde session.